on est déjà en direct avec les internautes que je salue, que nous saluons tous. Nous partageons cette journée ensemble. Et justement, pour revenir sur l'histoire de l'Église, c'est très important de connaître son histoire. Si on ne sait pas d'où on vient, on croit qu'on est tout seul. Et l'histoire de la dénomination est importante à connaître. Personne n'est parfait et Dieu n'a jamais travaillé avec des hommes parfaits. Et la dénomination n'est pas parfaite, mais parce qu'on est des humains. Cependant, Dieu a suscité l'Église adventiste pour une mission spéciale à la fin des temps. C'est la prédication du message, du dernier message à l'humanité, message des 3 anges, et le message du 4e ange d'Apocalypse 18. C'est la raison d'être de l'Église adventiste, qui est une Église mondiale. Il faut une Église mondiale pour un message mondial. D'accord? Alors les critiques, c'est facile. Vous avez des tas de chaînes, et en particulier une que tout le monde entend et connaît, et les adventistes ont suivi cette chaîne, venez résonnons, qui résonne dans le désert, mais qui a dévié et qui passe son temps à critiquer. Nous sommes dans l'Église comme des malades dans un hôpital. Et si les malades commencent à se critiquer les uns les autres, ils ne vont jamais être guéris. Non, c'est au pied de Jésus. Il y aurait tellement de choses à critiquer dans l'Église. Mais pour critiquer, il faut être parfait. Et le seul parfait, c'était Jésus. Et Jésus n'est pas descendu pour nous critiquer, il est descendu pour nous sauver. Notre objectif, c'est pas de critiquer. C'est de sauver le plus grand nombre parce que Jésus a ouvert une petite fenêtre de sauvetage vers l'éternité. Si on rate cette fenêtre, on est des aveugles qui tapons dans les murs alors qu'on n'a pas de lumière. On va jamais trouver la sortie. D'accord? Donc, chacun poursuit son objectif. N'est-ce pas? Certains veulent faire des chaînes, YouTube, récolter des fonds et rester sur des canapés à faire des vidéos sans travailler. Mais le monde n'est pas fait comme ça. Le monde, il est fait de gens qui ont un objectif. Et Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous des bonnes œuvres, tous les jours, pour qu'on les pratique. Avec mon voisin, ma voisine, là où j'enseigne, là où je travaille, là où je suis à l'hôpital, si je suis hospitalisé. L'apôtre Paul était prisonnier. Il prêchait dans les chaînes. Donc, là où Dieu nous place, on a toujours le même objectif. C'est une question de vie ou de mort éternelle. La petite vie que nous passons sur cette terre, c'est même pas un clin d'œil par rapport à l'éternité. Mais Dieu a voulu que nous soyons là uniquement pour une seule raison. Choisir qui nous voulons suivre. Satan qui descend à la punition et à la mort éternelle, ou Jésus qui veut nous sauver pour l'éternité. Il n'y a que 2 chemins. Et nous sommes sur cette terre juste pour choisir. Après avoir choisi, on peut s'endormir tranquillement. Et plus vite on s'endort, moins on a d'ennui. Parce qu'on dort tranquillement et on verra Jésus qui revient. Mais ceux qui sont encore vivants, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec nous, à travers nous. Par l'amour. Pas par les querelles, pas par la critique. La transformation du cœur, la clé pour ouvrir le cœur des gens, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre clé. C'est pas par les raisonnements humains. C'est pas par la force, par la puissance. C'est par mon esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. On transforme par l'amour. Si je suis ici pour me faire voir, pour être un grand conférencier,
j'ai raté ma mission. Je dois être ici par amour de ceux à qui je vais parler, et vous allez aussi parler après par amour pour sauver des gens en étant des ambassadeurs de Jésus sur terre. L'ambassadeur représente celui qui l'envoie. Et il doit ressembler à celui qui l'envoie. D'accord? Donc, lorsque vous êtes un missionnaire médical, vous devez être motivé par l'amour, comme Jésus était motivé par l'amour. On vous critique. C'est normal. C'est normal. Il y a des gens qui font des dépressions parce qu'on les critique. C'est comme un poisson qui est allergique à l'eau. Nous vivons dans un monde imparfait de critiques. Si vous ne voulez pas être critiqué, il faut changer de planète. L'apôtre Paul, il a été lapidé. Il a pris 40 coups moins 1 2 fois. On l'a laissé pour mort. Vous pensez qu'il a fait une dépression parce qu'on ne l'aimait pas? Il avait un objectif. Il a une mission spéciale. Et la Bible est claire. Tous ceux qui veulent vivre fidèlement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils ne seront pas applaudis, ils seront critiqués et on les persécutera. Vous remontez le courant d'une rivière. La rivière descend comme un tsunami vers le mal. Nous, on remonte la rivière. Vous ne voulez pas prendre des morceaux de bois, des courants, des éclaboussures sur vous? Alors, arrêtez-vous et descendez avec tout le monde la rivière. C'est cool. Ça surfe. Mais ce n'est pas la voie du Seigneur. Grande, large est la voie qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Parce que c'est un chemin qui monte dans la montagne. Il est difficile. Mais il monte vers le haut. La rivière, elle descend. Et c'est ce que ce monde est en train de faire. Il descend. Et lorsque nous montons la rivière, nous prenons par la main des gens qui nous suivent et les gens eux-mêmes prennent par la main et ça fait une chaîne qui monte vers Jésus. Ok? Donc aujourd'hui, on va voir encore, on a choisi ce week-end de parler des choses que vous allez rencontrer toute votre journée. On a vu les cancers, on a vu combien c'est important de préserver son cerveau, le cœur de la machine, qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Et ces bonnes décisions, le cerveau doit être exclusivement réservé au Saint-Esprit. Chaque matin, vous vous levez, en tombant du lit, vous devez tomber à genoux. Parce que avant même que vous vous leviez, l'esprit de Satan essaye de rentrer en vous disant « Tu as vu comment on m'a parlé hier? Tu as vu cette sœur qui m'a pas salué ?» Tu dis « Satan, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire que des petites cancaneries, des polémiques. Non, 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 non. » On tombe à genoux et on fait la prière de David. Vous la connaissez? Non. Non. Psaume 143, 8 à 12. Fais-moi, dès le matin, connaître ta bonté. Conduis-moi sur le chemin où je dois marcher. Montre-moi. Là, vous devez apprendre cette prière par cœur. Elle vous motive, elle vous dirige, et c'est Dieu qui vous prend en main votre journée. Et quand vous sortez, même s'il y a du vent, il y a de la tempête, il y a des critiques, vous savez que vous avez votre main dans la main du Tout-Puissant. Et il a dit, le chrétien tombe, mais il le relève toujours. On ne peut pas apprendre sans tomber. C'est ce que m'a appris mon père quand j'ai voulu apprendre à skier. Je me suis énervé quand je suis tombé. Il m'a dit, non, t'énerve pas. Si tu veux apprendre, tu dois tomber. Et après, tu sauras, tu apprends à chaque
chute, comment ne plus recommencer. L'important, c'est pas de tomber, c'est qu'il faut toujours se relever. D'accord? Celui qui gagne, c'est celui qui se relève le dernier. Et on se relèvera jusqu'à l'arrivée. Et Dieu va nous aider pour ça. Donc aujourd'hui, on voit l'obésité, le diabète, l'hypertension. Vous trouverez ça tout autour de vous. Et en tant que thérapeute, vous devez pouvoir connaître et pouvoir échanger. L'obésité et le diabète. On va définir déjà ce que c'est que l'obésité. On a l'indice de masse corporelle, Body Mass Index, le BMI. C'est le poids de la personne divisé par le carré de sa hauteur. En mètres. Le poids, vous avez par exemple quelqu'un qui fait 75 kg, il mesure 1,75 m. Donc vous mettez 75 en haut, en bas vous divisez par 1,75 m au carré. Et on a un exemple ici, 1,75 m au carré, ça fait 3,6, 3,06. Le BMI, c'est 75 divisé par 3,06, ça fait 24. On a un indice. Alors, si l'indice est en dessous de 18,5, on est maigre. Entre 25 et 30, entre 18 et 30, c'est normal. Inférieur à 25, c'est normal. Entre 18 et 25. À partir de 25 en dessus, il y a du surpoids. En dessus de 30, c'est de l'obésité. Et en dessus de 40, là, c'est vraiment sévère et c'est trop. D'accord? Mais il faut une calculette pour tout ça. Il y a beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup plus simple que ça. On mesure le tour de taille avec 1 centimètre à l'ombilic. On mesure le tour de taille à l'ombilic. Et on voit que en dessus d'1 mètre de tour de taille chez l'homme, pardon, excusez-moi, voilà, faut que je m'habitue, et de 90 cm de tour de taille chez la femme, ou alors, si le tour de taille est supérieur à la moitié de la hauteur de la personne, là, on est en danger et on est déjà sur le chemin du pré-diabète. Pré-diabète. Il y a un risque. D'accord? Et lorsqu'on fait le tour de taille de la personne, on mesure le tour de taille chez l'homme, vous voyez que le tour de taille et le BMI, eux, c'est des courbes qui sont pareilles. Plus le ventre grossit, plus on est dans des BMI, forcément, qui augmentent. Et là, on a le risque de diabète qui augmente. D'accord? Donc, 1 centimètre de couturière vous donne déjà des bonnes idées. Comme on a dit hier, le symptôme, c'est un signal, c'est un cri d'alarme du corps pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. La santé, c'est le résultat de l'observance des lois de la santé. La transgression répétée des lois va entraîner la réaction du corps qui va vous donner des signaux. Transgression des lois, ça ne marche pas, il y a un signal. Sur le tableau de bord, vous voyez quelque chose qui s'allume, vous dites, aïe, il y a un signal, c'est quoi? Les plaquettes de frein sont usées à l'avant. Donc vous pouvez vous dire, ce signal, il m'embête. Tu sais pas comment on pourrait arrêter ce signal sur le tableau de bord parce que ça me gêne quand je conduis. On va te donner un comprimé, tu vois plus rien. Tu mets une petite carte de visite devant le tableau de bord, tu n'es plus gêné. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit? Non! Tu n'as pas, eh bien après, tu vas tomber malade. Tu vas dans une descente, tu vas freiner et puis tu vas te retrouver ennuyé. Et tu continues quand même. Tu dis, il faut que je change les plaquettes, il faut que je change. Mais tu n'as pas changé et là, tu te trouves dans le ravin, c'est la mort. C'est progressivement que le corps, il te donne des signaux pour dire, hé, stop, stop, ça suffit, stop, stop. Les fumeurs, quand ils se réveillent le matin, pendant une demi-heure, ils toussent et ils crachent. Parce que la cigarette,
paralyse le système d'évacuation pendant 30 minutes. Mais avant 30 minutes, il a déjà pris une autre cigarette qui paralyse, si bien que toute la journée, il n'y a rien qui s'évacue. Pendant la nuit, ça remonte, et le matin, il n'arrête pas de cracher, il tousse. Alors comme ça l'ennuie de tousser, de cracher, d'éliminer, il prend vite une cigarette, ça paralyse. Et tout reste dedans. Vous voyez? Mais le corps lui dit, arrête, il s'est encombré, il faut laisser sortir. Il prend vite une cigarette, boum, ça paralyse le truc, il s'enflamme. Et toute la saloperie reste à l'intérieur. On peut tuer le symptôme. On a des médicaments pour tuer les symptômes, mais c'est pas ça. D'accord? Voilà ici comment ça fonctionne les lois. La santé, c'est comme une autoroute. Vous voyez? Vous êtes sur la route, sur l'autoroute, et vous avez des lois pour l'oxygène, des lois pour l'eau, des lois pour la température, les aliments. Tout à coup, vous commencez à chauffer la personne. Alors, elle a des symptômes. Elle va commencer à transpirer. Il fait trop chaud. Mais vous continuez à chauffer. À un moment, elle va dire, mais j'ai soif. Là, je transpire trop, il faut me donner à boire. Vous continuez à chauffer, eh bien, elle va se déshydrater, elle va mourir. Maintenant, de l'autre côté, c'est pareil. Vous commencez à le congeler. Il frissonne. Il s'habille. Finalement, eh bien, il s'endort, il est gelé, il meurt. Ceux qui vont en haute montagne, ils sont tellement dans le froid que s'ils n'arrivent pas à se réveiller le matin, ils dorment et puis ils se congèlent sur place. La maladie, c'est comme ça. Mais si vous changez, vous revenez dans les clous, cette autoroute, c'est les clous. La loi. Il y a des lois pour le sucre. On parle du diabète. Le taux de sucre, il y a un taux normal. Si vous montez, c'est l'hyper. Si vous descendez, c'est l'hypo. Et vous avez des signaux d'hyper et d'hypo. D'accord? Un des premiers signaux, c'est la prise de poids qui dérape. Donc on se pose des questions. La répartition des graisses. La graisse dans le corps, elle se répartit différemment chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, c'est au ventre. La répartition androïde. C'est autour du ventre. Il y a parfois des femmes aussi qui peuvent se répartir de façon androïde, mais la plupart du temps, la femme, c'est plutôt les hanches et jusqu'aux genoux, en bas. Et c'est pas la même silhouette chez la femme. Entre parenthèses, vous allez voir que cette répartition, elle a de l'importance. Parce que la graisse, elle peut être en superficie, sous la peau. D'accord? C'est la graisse sous-cutanée. Et puis vous avez de la graisse, et ça c'est surtout chez l'homme, qui est en intra-abdominal. Cette graisse-là, elle est très dangereuse. C'est un symptôme de la graisse qui va se déposer aussi sur les artères et qui va entraîner des ennuis. La graisse viscérale, ça c'est dangereux. Donc l'homme est plus exposé parce que la femme, elle va répartir en bas, mais l'homme avec la graisse intra-abdominale, ça peut être dangereux. Maintenant, la graisse, elle peut avoir différents types de graisse. Vous avez la graisse blanche et la graisse rousse. La graisse rousse, c'est une graisse qui est en position intermédiaire vers soit l'amaigrissement, soit en stockage de graisse qui est beaucoup plus difficile à perdre d'une fois qu'elle a été stockée. D'accord? Alors, on va maigrir lorsqu'on va dans ce sens-là. Le froid et l'exercice physique ont tendance à faire passer la graisse blanche en graisse brune qui va être fondue pour donner de l'énergie. Vous voyez? Quand vous faites de l'exercice physique chaque jour, eh bien, vous transformez de la graisse brune en énergie et la graisse blanche en graisse brune. D'accord? Maintenant, lorsque, au contraire, vous ne faites aucun exercice et vous mangez mal et trop,
L'exemple, c'est le gars qui va regarder les Jeux Olympiques à la télé. Il s'est déjà installé dans son fauteuil. Il veut personne qui le dérange. Il a ses canettes de bière et il a ses chips, il a ses pop-corn, il a tout l'équipement. Les gens qui font le sport, ils sont en forme, mais lui, il ingurgite et il bouge pas. Eh bien, lui, il stocke. À la fin des Jeux, il a pris 2-3 kilos parce qu'il n'a rien fait du tout. Et il a fait que manger sans bouger. Vous voyez? Donc, la graisse se répartit. Il y a des graisses dangereuses si elles sont viscérales. Et c'est plus dangereux d'avoir de la graisse blanche que d'avoir de la graisse rousse. Et il y a moyen de les faire passer d'une à l'autre lorsqu'on fait de l'exercice ou lorsqu'on s'expose au froid. Parce que le froid demande de l'énergie, alors on va brûler les graisses. Moi, je suis allé en Suisse un jour et j'ai vu au bord d'un lac, j'étais complètement frigorifié, j'ai plus l'habitude du froid maintenant que j'habite aux Antilles. Et ces gens-là arrivent au bord du lac, c'était au mois de décembre, toutes les flaques d'eau étaient gelées. Il fallait faire attention où on mettait les pieds. Ils arrivent au bord du lac, ils se déshabillent, ils se mettent en mode et ils rentrent dans l'eau. Rien que de les voir, je leur ai dit faites attention. Ils ont dit non, mais on a l'habitude. Ils sont rentrés, ils ont nagé, ils ont fait un petit tour, et quand ils sont sortis, ils ont dit maintenant, là, on est bien. Et moi, si je mets un pied 30 secondes, je meurs. Donc, vous voyez comment? Alors, ces gens-là, ils vont brûler de l'énergie. Hein. Le corps va devoir tenir, et là, ils vont brûler. Parce qu'il faut réchauffer la machine. Hein. Vous voyez ça? Alors là, la graisse va se brûler dans ces conditions. Mais même une douche froide, à la fin de votre douche, si vous terminez par une douche froide, ça va, vous allez voir comment vous vous sentez après. Bon. L'obésité de l'enfant. Nous commençons ici en Europe à voir de l'obésité de l'enfant, mais aux États-Unis, les enfants sont obèses et les enfants sont déjà diabétiques. D'accord? La responsabilité des parents, on a vu hier, hein? L'enfant, on le récompense avec ça, pas avec des fruits. Donc, il s'habitue à la malbouffe. Un enfant obèse, je vais regarder, donnez-moi 2 secondes pour que je vous mette ça en clair, c'est très important pour vous. Voilà. Un enfant obèse à l'âge de 6 ans a 50% de malchance de rester à l'âge adulte. Vous comprenez ça? Un enfant qui est obèse à l'âge de 6 ans, 1 sur 2 sera obèse à l'âge adulte. 50% de ces enfants. 45% des calories alimentaires sont dédiées au cerveau à cet âge-là. Je vous ai dit ça hier déjà. Un enfant obèse à l'âge de 10 ans a une espérance de vie diminuée de 18 ans. D'accord? Un enfant obèse à l'âge de 10 ans, vous savez déjà à l'avance qu'il va faire des maladies comme le diabète. Donc l'obésité de l'enfant, c'est pas une petite affaire. Et il y a des mamans qui sont contentes parce que l'enfant est gros. Il est gros, enfin, il est bon, il pèse beaucoup. Non, il doit être normal pour son âge. Il n'a pas à être gros. L'obésité des adolescents. Alors voilà. Les enfants, regardez ici. Ouais, où sont mes enfants là? Enlevez les écouteurs. Écoutez ça, Nathan. Et Andrea, où elle dort? Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve. Là, si vous passez dans une cité et que vous voyez dans la poubelle ça, en tant que missionnaire médical, vous savez que vous avez du travail dans cette cité.
Parce que les gens qui jettent à la poubelle ça et qui mangent ça, ils sont des gens qui vont être obèses et qui vont développer du diabète. Lorsque vous buvez 1 litre ou 1,5 litre de coca, c'est comme si vous mangez un repas. Avant de commencer le repas. Il y a des femmes qui viennent me voir et disent, docteur, moi je mange presque plus rien, je grossis. Je lui dis, mais dites-moi ce que vous buvez. Ça compte. D'accord? Donc vous avez des symptômes de mauvaise alimentation. Le premier symptôme le plus courant d'une mauvaise alimentation, c'est la constipation. On a vu ça hier. Tout commence par l'intestin. L'intestin mal nourri ne travaille pas. Il n'y a que l'homme qui part au travail sans manger. L'intestin, tu lui donnes pas à manger, il ne travaille pas. Tu lui donnes ce qu'il veut pas, il ne travaille pas. Tu es constipé. Ensuite, l'intestin est percé, malmené. Il va y avoir l'entrée dans l'organisme de produits non digérés, des produits toxiques, et vous allez avoir allergie, grippe répétée. Si quelqu'un dit il y a la mauvaise grippe. La mauvaise grippe? C'est quoi la mauvaise grippe? Moi, ça fait 30 ans que je n'ai pas fait de grippe. Je travaillais à l'hôpital. Et ma fille, elle prenait la grippe, ma première fille. Il y avait la mauvaise grippe. Je lui dis, c'est quoi la mauvaise grippe? C'est que ton système immunitaire, il est déficitaire parce que tu manges mal. Et donc, tous les virus qui passent, c'est pour toi. Mais quand tu manges bien, le corps, il nettoie ça. Vite fait. L'endométriose, l'eczéma, la dépression, la schizophrénie, l'autisme, l'hyperactivité. On a vu ça hier. Il y a le cerveau qui est atteint par l'inflammation et on commence à être mal. Surpoids, obésité, maladie, syndrome métabolique, on va voir ce que c'est, et prédiabète. Là, on arrive à la maladie. Quand on a accumulé tous ces signaux sur le tableau de bord et qu'on continue à avancer dans la même direction sans rien changer, on va tomber dans la maladie. Mais vous verrez, il n'est pas trop tard. On peut faire tout le chemin inverse en changeant de direction, en changeant une mauvaise habitude. C'est pour ça que ça vaut la peine de comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome prédiabète ou le syndrome métabolique? C'est quelqu'un qui fait un bilan, il rentre chez le docteur et on va lui faire 5 choses. La prise de la tension artérielle. Si elle est entre supérieure à 135/85, ou si il est déjà traité pour hypertension lorsqu'il rentre au cabinet du docteur, il perd 1 point. Il faut avoir 3 points sur 5 positifs pour rentrer dans la catégorie du syndrome métabolique ou du prédiabète. D'accord? La glycémie, on lui fait une prise de sang, on regarde le sucre. Si le sucre est supérieur à 1 gramme par litre, il y a déjà 2 points. Ensuite, on lui fait les graisses du sang, les triglycérides. S'ils sont supérieurs à 1,5 g, le bon cholestérol chez l'homme, s'il est inférieur à 400, chez la femme inférieur à 500. Et puis, notre fameux tour de taille, supérieur à 1 mètre ou 90 cm chez la femme. Donc, ces 5 critères-là, si vous en avez 3 des 5, vous rentrez dans le prédiabète ou le syndrome métabolique, qui traduit un état qui vous met en risque de diabète. Si vous avez 3 sur 5, dans les 5 ans qui viennent, vous risquez le diabète. Alors, pas de panique. Vous avez 5 ans pour freiner et prendre une autre direction. C'est comme quand on se rate avec le GPS, on a pris la mauvaise direction, ben qu'est-ce qu'on fait? Il vous dit, prochaine sortie, il faut tourner, hein. Prochaine sortie, tournez, faites demi-tour. Il nous dit, faites demi-tour. Et tu fais demi-tour, et puis tu retrouves ta route, hein. Il n'y a pas le feu. On est là pour ça. C'est ça, le missionnaire médical. On dit aux gens, attention, danger.
en danger. Il y a moyen de s'en sortir. C'est pas une fatalité. Au contraire. Alors ici, on a des schémas. Vous voyez, on va commencer par le bas. Vous savez, l'obésité. L'obésité, elle vous surprend pas entre le soir et le matin. Vous vous couchez, vous regardez au miroir, vous dites, c'est pas moi. Non, ça vient doucement. Ça monte, tranquille. Tranquille. Et à un moment, vous dites, ah, ben oui, ben je suis plus dans les critères là. Là, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Vous voyez, ça vient gentiment, vous avez le temps de vous retourner. Mais si vous vous trouvez là, c'est pas la catastrophe. Et le syndrome métabolique, c'est la même chose, ça vient gentiment. Maintenant, on va voir l'insuline. Alors, le sucre, vous voyez, le sucre ici, c'est le sucre à jeun. Le sucre à jeun. Il monte. Il est un tout petit peu élevé. Rien du tout. Il est à 1,2, 1,1. On vous dit, c'est pas méchant. Mais si vous faites rien, ben, le sucre, il va monter là. Mais pourquoi il monte pas trop vite? Parce que l'insuline est sécrétée. Le pancréas, quand le sucre, il dérive vers le haut, il injecte de l'insuline pour rétablir le sucre à la place. Alors, si vous mangez des fruits, le sucre, ils sont sucrés les fruits, le sucre va monter. Mais il monte doucement parce que le fruit, il nécessite une digestion toute douce. Mais si vous buvez un demi-litre de coca, le coca n'a pas besoin de digestion, c'est du sucre pur qui rentre dans l'organisme comme un tsunami. Tout ce qui passe par l'intestin ne rentre pas dans le sang immédiatement. Il y a un filtre, c'est le foie. Toutes les veines de l'intestin arrivent au foie. Et là, le foie, il stoppe tout ça. Il stocke le sucre en glycogène, réserve de sucre, et il distille doucement entre les repas pour qu'on ait toujours 1 gramme. Sinon, après le repas, on aurait 3 grammes, et quand on mange pas, on saute en repas, on aurait 0 gramme. Et il faut que ça reste comme ça. Sauf que le foie, quand il voit arriver un tsunami, il est débordé. Il n'a pas le temps de stocker. Alors, ça rentre dans le sang, et vous avez le sucre qui va monter à 1,5 gramme. Et là, le pancréas s'affole. Il envoie de l'insuline. Et l'insuline va faire chuter le sucre. Mais le sucre va chuter. Beaucoup trop bas. Et quand vous descendez en dessous d'1 gramme, alors là, vous avez une fringale. Et vous remarquerez que les gens obèses, ils s'amusent à faire comme ça, et ils ont toujours quelques biscuits sur eux au cas où. Au cas où il n'y a pas la famine demain matin, mais c'est que eux, ils se sentent obligés de manger quelque chose parce que le sucre est trop descendu. Ils ont envie de sucre. Parce que dans leur façon de manger, le sucre, il fait ça. Il fait pas comme ça, gentiment, parce qu'ils mangent des choses trop sucrées. Des barres chocolatées, des trucs sucrés qui font que le sucre monte, l'insuline injecte, il redescend, ça remonte, ça redescend, et c'est très dangereux. Les hypoglycémies, c'est très dangereux pour le cerveau. Parce que le sucre, c'est le carburant de la cellule nerveuse. Quand il n'y a plus, le cerveau souffre. Et normalement, on devrait toujours avoir un sucre régulier pour le cerveau. Pas trop, pas trop peu. Alors, vous voyez ce qui se passe ici, on revient sur le schéma. Vous avez le sucre qui commence à monter. L'insuline monte. Et là, on appelle ça l'hyperinsulinémie. On a le sucre pratiquement normal, mais l'insuline, elle est à fond pour essayer de maintenir ce sucre. Parce que le client, il mange sucré toute la journée. L'insuline, elle injecte toute la journée pour tenir le sucre.
Mais un jour, le pancréas se fatigue et l'insuline ne peut plus monter. Elle est en plateau maximum. OK? En plateau maximum, le sucre, à ce moment-là, il commence à monter. Mais le pancréas ne peut plus réagir, il est au maximum. Et pendant quelques années au maximum, le pancréas, il s'épuise et l'insuline commence à descendre. Et quand l'insuline commence à s'épuiser, boum! Alors le sucre, là, il n'y a plus rien qui le retient. Et il monte. D'accord? Et puis, on arrive à ce croisement-là, où on va parler de diabète. D'accord? Continue. Ben, c'est la même chose, hein. Je vous ai expliqué déjà, c'est tout. Alors, quand on a, dans cette première phase, ce que je vous explique ici, c'est que le sucre monte, l'insuline est injectée, ça donne de l'énergie, mais l'insuline, elle va permettre à tout ce sucre de baisser. Ce sucre, quand il baisse dans le sang, il va où? Elle le transforme en graisse. La façon la plus rapide de grossir, c'est de manger du sucre. C'est pas de manger du gras. Parce que le corps transforme le sucre en graisse à cause de l'insuline. Et puis, au bout d'un moment, la glycémie augmente quand même, mais l'insuline, elle peut plus. On appelle ça l'insulinorésistance. L'insuline augmente, mais c'est comme si on faisait plus rien. Pendant que l'insuline est au maximum, elle va entraîner le stockage des graisses. Mais elle va entraîner l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Sur les gros vaisseaux, elle va stocker les graisses. Ça va faire l'artériosclérose. Hein? Mais quand on va voir l'hypertension tout à l'heure, vous verrez comment ça fonctionne. Et alors, on a les maladies auto-immunes, le cancer, etc. Voilà le mécanisme, si vous voulez. Lorsque le taux de glycémie augmente en dessus de 1,5 g, on est dans la classe de diabète. Il est encore temps d'agir. La situation n'est pas irréversible. Mais si vous allez voir un médecin, il va vous donner un médicament qui fait descendre le sucre, mais il ne va pas changer la cause. Donc, vous êtes abonné à un renouvellement d'ordonnance à vie. Il n'y a pas mieux qu'un diabétique pour faire fortune. Tout le monde gagne avec un diabétique. Il ne faut surtout pas le guérir. Docteur, infirmière pour les injections, ambulance, après on passe en dialyse, après on est abonné à l'hôpital. Formidable. Les médicaments n'ont rien guéri. Du tout. Ils vous abonnent, vous prenez un abonnement avec tout le monde. Et puis, après la période de prédiabète, vous tombez dans le diabète. Le diabète ne touche pas les gros vaisseaux. Il va toucher les tout petits capillaires. Ceux qui finissent. Et ces petits capillaires vont toucher l'œil, baisse de la vue, vont toucher le rein. Le rein va donner l'hypertension. Vont toucher les orteils. Alors l'insuffisance rénale vous amène en dialyse, mais là vous allez à l'amputation. Hein. Ça c'est les complications du diabète. Y a-t-il une alternative à la résignation et à l'inéluctable? Moi, je suis diabétique.
je suis pris en charge. 100%. Donc les gens, ils se disent après tout. Hein? Non. Oui. Mais ça ne dépend pas du docteur. Ça ne dépend pas de la grandeur de l'hôpital, des spécialistes, du dernier examen. Ça dépend de vous. Mais il faut savoir. Il faut savoir. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Le corps est une machine créée par Dieu qui se guérit elle-même si on la met dans des bonnes conditions. On n'a jamais vu ça avec une voiture normale. Première chose avec une voiture normale, on dit elle a combien de kilomètres? Tu achètes une voiture d'occasion, il y a combien de kilomètres? 100 000. Bon. 200 000, tu dis bon ça, on a compris. Plus les kilomètres montent, plus la voiture. Avec le corps humain, c'est le contraire. Combien tu marches par jour? 10 kilomètres, je prends. 0 kilomètre à la casse. Tu as compris? Il y a danger. Il y a danger. Plus là, c'est exactement le contraire. Que toutes les étapes sont réversibles. Entre vos mains, même si vous êtes diabétique. C'est une bonne nouvelle, ça. D'accord? Les lois ne changent pas. Les lois ne changent pas. Il faut traiter la cause du mal. 3 étapes qui s'ajoutent pour retrouver la santé. Il y a des étapes qu'on va franchir pour retrouver la santé. Première étape, contrôle du poids. En même temps, pas après, exercice physique. Troisièmement, alimentation correcte. Voilà les étapes. Chez l'enfant, dès la crèche à la maternelle, favoriser l'exercice des enfants. Tablette, jeux vidéo, portable, télé. Catastrophe. Ça, c'est les armes de l'ennemi pour détruire les enfants. Regardez derrière vous, là-bas, au fond, tout comme ça. Donc les enfants, il faut les inscrire au sport, à la marche, à la natation, au vélo, avec les parents. Les parents doivent se bouger avec les enfants. D'accord? Je vais vous dire une chose. N'inscrivez pas vos enfants à n'importe quel sport. Les sports d'arts martiaux qui consistent à prendre quelqu'un qui est debout et à le mettre par terre. D'accord? Le sport de Jésus, c'est qu'on prend quelqu'un qui est par terre et on le met debout. Exactement l'inverse. On n'a pas besoin de se défendre quand on a un ange gardien capable de nettoyer 180 000 personnes. Vous comprenez? On doit apprendre à nos enfants à compter sur Dieu, pas sur nous. Je ne vais pas m'entraîner pour me défendre. C'est de la blague. C'est pas sérieux. J'ai un ange gardien suffisamment puissant pour me défendre. D'accord? La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc Dieu est capable d'arrêter mon ennemi et puis il fait ses affaires. Bon. Inscription au sport ou alors on sort. Programme scolaire. Alimentation végétalienne. Pas de graisse animale. Sans sucre. Bonbons, glace. Grignotage entre les repas. Boire de l'eau. Non, les enfants, tu leur donnes de l'eau, ils ne veulent pas de l'eau. Hein. C'est fini l'eau. Fanta, Coca, etc. Un bon petit déjeuner sans chocolat. Parce que le lait normal, non.
Le lait de soja nature, non. Il faut du soja, vanille, machin, bien sucré. Chocolat. Mais laissez-vous pas prendre. Avec les chocolats du petit déjeuner, vous savez, les trucs chocolatés, là. Non, pas les céréales. Tu prends ta cuillère et tu mets du choco, machin, de tout, hein. Les poudres chocolatées, plus de 50%, 60%, c'est du sucre. Donc, vous sucrez. Il s'habitue au sucre. Il n'y a plus de sucre, on ne boit plus. Non. L'enfant, quand il est petit, il s'habitue à ce que tu lui donnes. Tu lui donnes sucré jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, tu dis, ah, tu sais, il faudrait plus. Là encore, tu vas pouvoir le convaincre. Mais à l'adolescence, il te regarde, il disait, tu as perdu la tête, papa, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu ça où? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il faudra attendre qu'il soit malade à la trentaine pour qu'il se dise, il y a un truc. Donc, instruis l'enfant dès le plus jeune âge. Mes enfants, quand ils passaient devant des boucheries, ils me disaient, papa, viens regarder, viens regarder. T'as vu? Ils mangent ça, les gens? Wow. Ils disaient, on ne peut pas manger tous ces cadavres. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais maintenant, tu as des gens qui voient ça, ils disent, oh, chouette, ouais. Pilon, il y a des pilons, il y a des machins, il y a des queues de cochon, il y a... On a habitué notre goût, on a pris des habitudes. Pour la récré, chaque rentrée, on nous fait la pub à la récré pour le dernier biscuit de la récré. Alors qu'on devrait donner des fruits aux enfants. Donc là, on doit éduquer les mamans déjà. Ça coûte pas une fortune d'acheter des fruits. Il faut pas me dire que d'acheter du riz, d'acheter... Non, 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 non. C'est pour ça que je fais mes courses à Lidl. Point. Comme tout le monde. Je vais pas dans une boutique spéciale docteur, tout bio. Non. Restons calmes. Il y a à manger pour tout le monde. Simplement. Simplement. Parce qu'on va parler à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs pas possibles. Chez l'adulte, pas de graisse animale. Graisse animale, ça veut dire quoi? Traduisez en vrai. Beurre, d'abord, sans de graisse. Fromage, ensuite. Glace, etc. D'accord? On n'achète pas de sucre à la maison. Si vous achetez du sucre, 1 kilo de sucre, ça doit vous faire 1 an. D'accord? Quand je me suis marié, j'ai acheté 3 kilos de sucre par semaine. On mangeait des gâteaux. On aimait les gâteaux. Ah, bon. Quand tu es malade, vite fait, tu arrêtes, hein. Ma femme, en 6 mois, elle était asthmatique. Elle n'a jamais fait d'asthme. On m'a dit, comment manger normalement? J'ai dit, qu'est-ce que c'est normalement? On m'a expliqué. Et l'asthme disparaît. Ah, ça marche vite, hein? Ne pas grignoter entre les repas. Et les biscuits, c'est fait pour ça. Hein? Non. On ne grignote pas entre les repas. C'est la règle. Chaque fois que vous grignotez, vous arrêtez le processus de digestion. Donc, vous arrivez au repas suivant, le précédent n'est pas digéré encore. Tout est déréglé. Ne boire que de l'eau. Ah, ça, c'est une bataille. C'est une bataille. Je ne sais pas ici, mais aux Antilles, les mamans, l'eau, c'est pas bon pour les enfants. Non, il faut du jus. Du jus. Du jus de n'importe quoi. Et on me dit, mais si c'est un jus fait maison, oui, mais maison, mais tu vois pas le sucre que tu rajoutes. Essaye de faire un jus sans rajouter de sucre. Personne qui a boit ça. Personne ne veut pas. Faut rajouter. Tu manges les fruits, ou alors tu fais ton jus, d'accord. Tu fais ton jus. Quand tu as fini de faire le jus, tu jettes le jus et tu manges le reste. Tu as compris?
Alors tu dis, bon, c'est pas la peine, j'ai acheté un truc pour rien, alors si je jette le jus. Parce que le jus, c'est quoi? L'eau sucrée du fruit. Et puis, comme c'est pas assez sucré, le fruit, alors tu es obligé de rajouter. Mais Dieu, vous savez, le fruit, c'est un prêt à manger. Dans la mode, vous avez le sur-mesure et le prêt à porter. Dieu a fait un fruit, on n'a rien à faire. Pas de cuisson, pas de cuisine. Tu prends, tu manges. Et c'est dans les fruits qu'on a tout pour nous guérir. Nous, on jette 80% du fruit, on garde juste l'eau et le sucre. Ça, c'est pas bien. D'accord? Les jus de légumes, ça, vous pouvez. D'accord? On les donne aux cancéreux, les jus de... Ne pas manger après 18 heures. Parce qu'il vous faut 4 heures de digestion avant de dormir. Alors, j'avais quelqu'un qui me disait, moi, avant d'aller au lit, je dois être calé. Non, il peut manger, mais pas une petite affaire. Pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, il faut comprendre une chose. Le matin, on est pressé. On se lève, c'est tasse de café, biscotte vite fait. À midi, petit sandwich. Mais alors, le soir, c'est pas la plaisanterie le soir. On arrive, et là, on est calé devant la télé, et on s'endort. Et qu'est-ce que le corps va faire avec tout ce qu'on lui donne le soir? Aucun sport, rien du tout. Tout est stocké en graisse. Maintenant, vous prenez exactement le même régime. Tout ce qu'il mange. Tout ce qu'il mange le soir, tu le lèves un quart d'heure avant et tu lui donnes avant de partir le matin. À midi, il mange son sandwich et le soir, il prend sa biscotte. Là, il va maigrir et l'autre va grossir. L'un, il va faire le diabète, l'autre, il va toute la journée pour distiller son repas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? C'est comme ça. Et là où j'étais en stage en Amérique, on commençait le matin avec les pommes de terre, le riz, les haricots, la salade, le repas du matin. Après 1 heure de marche, à midi, on avait notre petit déjeuner, bien, il était un bon petit déjeuner, hein, correct. Il y avait les fruits, il y avait le porridge, il y avait la semoule, tout ce qu'on voulait. Mais le soir, niet. D'accord. Ben là, tu vas voir si tu grossis. Et puis tu fais encore du sport, t'as pas de problème. T'as pas de problème. Prendre un bon petit déjeuner, 1 demi-heure par jour d'exercice. C'est pas difficile, hein, vous pouvez marcher, vous allez faire, au lieu de prendre le téléphone pour faire des cancans, vous allez chez la voisine, à pied. À pied. Non, mais c'est vrai, quoi. Vous trouvez votre voisine, et pour les grands-parents, au lieu de leur acheter un fauteuil qui fait de la musique, qui peut regarder le feuilleton, tu lui achètes des baskets pour qu'il puisse marcher. Sinon, il ne va pas sortir du fauteuil. Les personnes âgées, si elles font pas d'exercice, vont automatiquement perdre leurs muscles, avoir des douleurs articulaires et tout. J'ai mal ici, j'ai mal là. Tu marches, tu n'as plus mal. Tu marches pas, tu es tout ankylosé, tu sais pas quoi. D'accord? Exercice physique pour maigrir. Tout le monde peut faire son exercice. Même si tu marches 10 mètres, tu as marché 10 mètres. Il y a même des obèses en Amérique qu'on n'a jamais vu en France. On n'a jamais vu ça. C'est des monstres. Et je leur ai dit dans ces instituts de santé, comment vous arrivez à faire maigrir des gens comme ça? Il m'a dit, ils ne peuvent pas marcher. Ils sont trop lourds. On les met dans des piscines. Dans l'eau, ils arrivent. Parce que l'eau... Et ils commencent à traverser la piscine d'abord. Quand ils sortent de la piscine, ils peuvent marcher. Et il y a des gens qui ont couru le marathon. Alors ça veut dire que tout le monde peut. L'exercice modéré est plus important que l'exercice intensif. L'exercice intensif, c'est pour les Jeux olympiques. Mais pour perdre du poids, il faut un exercice modéré. Je vous explique
explique pourquoi il ne faut jamais être essoufflé. Parce que quand vous êtes essoufflé dans un exercice physique, l'essoufflement, c'est un signal du corps pour vous indiquer qu'il manque d'oxygène. Quand il n'y a pas assez d'oxygène, on ne brûle plus de graisse. Alors, il y a des gens dans les salles de sport, ils mettent un kawaii et ils transpirent. Ils arrivent chez eux, ils ont perdu 1 kilo d'eau. Le lendemain matin, ils ont le même poids, ils n'ont pas perdu 1 gramme. Ça ne sert à rien. C'est pas fait pour perdre du poids. C'est un entraînement différent. Si vous voulez perdre du poids, si vous êtes essoufflé, vous montez une pente, vous êtes essoufflé. Vous redescendez la pente. Continuez votre exercice, mais en diminuant la cadence. Arrivé en bas, vous êtes plus essoufflé. Eh bien, au bout de 10 jours, vous montez au sommet sans être essoufflé. Parce que vous êtes entraîné. Vous redescendez de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez pouvoir monter 2 fois sans être essoufflé. Après même 3 fois. C'est l'entraînement. D'accord? Mais, quand vous avez un essoufflement, si vous voulez perdre du poids, il faut ralentir. Si vous persistez, vous allez commencer à transpirer, mais vous ne perdez plus de poids. Donc, chacun va à son rythme. Et chaque période s'additionne dans la journée. Vous comptez vos pas. Alors, au lieu de prendre l'ascenseur, vous montez l'escalier. Ça compte. Vous faites quoi, 5 minutes d'escalier, vous dites non. Mais vous rajoutez. Vous ajoutez. Vous voyez? Donc, c'est une chose. Tout le monde n'a pas les loisirs de pouvoir, dans sa journée, aller faire du sport, n'importe quoi. Mais il peut éviter l'ascenseur, il peut marcher, mettre la voiture, ce que je ne fais pas. Mettre la voiture le plus loin sur le parking du supermarché pour pouvoir marcher un peu. On voudrait rentrer dans le supermarché et rentrer avec la voiture dans le salon, n'est-ce pas? Comme ça, on tombe la voiture dans le bureau et on tombe la voiture dans le salon. Et on a marché 3 mètres par jour. On est content. Et comment voulez-vous que le corps il puisse être comme ça? Ça marche pas comme ça. Donc, ça s'appelle l'entraînement intermittent. Vous voyez? Là, vous faites un exercice, quelqu'un qui n'est pas entraîné, il fait un exercice, rapidement il est essoufflé. Il faudra un long moment pour qu'il retrouve, en diminuant, la respiration normale. Puis après, il recommence. Mais quand il sera entraîné, il va commencer l'exercice, il va obtenir un long moment d'exercice avant d'être essoufflé. Et quand il diminue, rapidement, il va retrouver une respiration normale qui lui permet de repartir. Ça, c'est l'entraîné, ça, c'est le non-entraîné. Mais il reste toujours dans un créneau où il va brûler ses graisses. D'accord? Une marche rapide, mais pas trop. Maintenant, on a vu l'exercice. L'alimentation. On a vu premièrement comment ne pas grossir. Il y a des trucs à faire, manger entre les repas, les trucs sucrés, tout ça, c'était l'obésité, comment on contrôle l'obésité. Ok, maintenant, l'alimentation. Il y a des dangers en alimentation. Les premiers, c'est les aliments transformés. Tout ce qui ne pousse pas naturellement, qui est enrobé de quelque chose. Les produits transformés sucrés. Sucre, confiserie, chocolat, barres chocolatées, glace, confiture, alcool. Quand vous achetez quelque chose, vous regardez sur l'étiquette si vous voyez marqué sirop de glucose fructose. C'est du maïs transformé en sirop, inconnu dans la nature, que le corps ne peut pas reconnaître, donc on ne sent pas. Parce qu'on a des capteurs de sucre qui nous disent, si on mange trop de sucre, comme du miel par exemple, la Bible nous dit, le miel ça va te faire vomir si tu en manges trop. À un moment, le corps il dit, stop. Mais le glucose, le sirop de glucose fructose, c'est une machine à grossir. Vous achetez une purée, dans l'avion, on nous donne des compotes de pommes. Une compote de pommes, tu dis apparemment c'est pas bon. Plutôt sirop de glucose. Actuellement, dans l'agroalimentaire,
On n'emploie plus le sucre. C'est trop cher. Le sirop de glucose fructose, c'est des fûts de 200 litres qu'on envoie dans les usines à fabriquer des trucs et on sucre avec ça. Dans le monde entier, c'est pas cher, tant que tu veux. Et la courbe d'obésité, en particulier aux États-Unis où on ne trouve plus dans les supermarchés des aliments normaux, tout est transformé. Eh bien, ces gens-là, ils grossissent à vitesse grande. Alors, les sucres, quand vous allez sur Internet pour voir les recettes végétariennes ou végétaliennes, si vous voyez 300 grammes de sucre dans la recette, vous jetez. Regardez bien qu'est-ce qu'on vous donne comme sucre. Parce que le sucre, c'est du végétal. La bière aussi, c'est du végétal. Mais on ne va pas apprendre n'importe quoi sous prétexte qu'il n'y a pas de viande dedans. Si la recette est trop sucrée, soit vous coupez à 4 le sucre, ou vous prenez pas. Il y a un problème. Parce qu'on peut être végétalien obèse. Hein. Si vous mangez que des pâtisseries, c'est végétal. Hein. Donc, la graisse animale, et en particulier les produits laitiers, c'est pour ça. Les produits laitiers, c'est les cancers du sein. Les poulets, les produits laitiers, c'est cancer du sein. On a remarqué que les végétariens adventistes faisaient plus de cancer du sein que les autres parce qu'ils étaient abonnés aux produits laitiers. Ils n'ont pas le droit de manger de viande, mais alors les fromages, les produits laitiers, ça, ils sont végétariens, alors ils mangent de ça. Eh bien, ils ont tout ce qu'il y a là-dedans. On a étudié hier qu'est-ce qu'on trouve que la vache, elle met dans son lait toute sa poubelle. Et avec le lait, on fait les glaces, on fait le beurre, on fait le fromage, on fait tout, et on a tout. Alors, si vous voulez l'alimentation des vaches, faut passer 1 heure, j'ai tout ce qu'il faut, des vidéos pour ça, mais c'est pas la peine. La graisse trans. Alors ça, c'est le plus dur. Enfin, le plus dur peut-être, ça dépend comment vous êtes. Parce que c'est le meilleur. Hein. Les pâtisseries, viennoiseries, frites, chips et margarines. Ça, c'est les plus dangereux pour le corps humain. Et c'est ce qu'on aime le plus. Hein. Tu vois une boulangerie, tu vas acheter un petit machin. Bon, si c'est une fois de temps en temps. Mais il y a des gens qui ont les moyens, ils se font livrer les pâtisseries tous les matins. Au bureau. Et ces gens-là, tu les suis à 45 ans, infarctus, tout le monde descend. Ah oui, le cœur est en tare très fine. Graisse trans. Les cadavres. Si, cadavres. Ça ne pousse pas sur les arbres. Viande, poulet, poisson, produits de la mer. Alors, si j'avais le temps, peut-être, je vous passerai quelques vidéos quand on sera en novembre, vous verrez comment les crevettes, parce que ça coûte cher les crevettes. Vous allez au restaurant, vous prenez les crevettes, ça fait bien. C'est classe, crevettes. Surtout les grosses crevettes. Vous verrez comment ils sont traités, avec quoi on les élève et comment ils arrivent dans les assiettes. Alors, pour manger ça, il faut le faire. D'accord ? Il faut le faire. Et c'est les riches, mais les riches, ils meurent. Hein ? Les œufs, 2 œufs par semaine, double risque de diabète. D'accord ? C'est gras. Et la graisse, c'est ce qui empêche le sucre de rentrer dans les cellules. L'insuline ne peut pas marcher avec la graisse. Et ça forme le diabète. L'obésité fait le lit du diabète. Vous connaissez, faites une capture d'écran, vous connaissez tout ça depuis longtemps. Et c'est facile à expliquer quand vous avez quelqu'un à qui vous voulez expliquer l'alimentation, qui vienne à ma consultation, je retourne l'ordinateur et on parcourt l'assiette. Un schéma, c'est beaucoup plus simple à expliquer qu'une grande théorie. Et tu me dis, mais docteur, je ne vais pas me rappeler tout ce que vous m'avez raconté. Alors moi, je leur donne ça. Et je vais le mettre sur là pour que vous puissiez l'avoir avec les petites recettes que je donne à mes patients aussi. On parcourt cette assiette avec mes patients. Ce qu'on peut manger à l'intérieur et ce qui nous détruit à l'extérieur. Il y a des choix à faire. Ici, c'est la plus grande étude américaine. Plus de
89 000 personnes suivies pendant 30 ans. C'est moi qui ai fait ça. Ah ouais. Donc, c'est adventistes en plus. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des adventistes? Parce qu'on enlève deux risques majeurs qui faussent les études. Normalement, les adventistes, ils n'ont pas d'alcool et de cigarettes. Parce que si vous voulez étudier la puissance des tomates, mais si vous l'étudiez chez un fumeur ou un non-fumeur ou un buveur ou un non-buveur, vous savez plus si c'est les tomates ou l'alcool qui va vous gâter la santé. Donc il faudrait éliminer ces deux choses-là, puis après on va discuter du reste. Donc théoriquement, chez les adventistes, on a éliminé ce risque, on va voir la différence entre le diabète chez les non-végétariens et la population normale, qu'on dit normale. On dira qu'elle a un risque 1. D'accord? C'est ce qu'on appelle chez nous le végétatou. Allez, mange comme tout le monde. Bon. Et puis vous avez le semi-végétarien. Lui, il est végétarien quand on l'invite. Hein? D'accord? Et puis vous avez le pesco-végétarien. Lui, c'est végétarien sauf poisson. D'accord? Et puis vous avez le lacto, c'est le végétarien vrai. Il ne mange pas de produits animaux, mais il mange des produits laitiers. C'est un végétarien. Et puis vous avez le végétalien vegan. Alors, 1, risque de diabète 1. Moins vous avez de produits animaux, là on est déjà au tiers. Mais le vegan, il a 20% de diabète alors que le mangeur, il en a 1. Vous voyez comme c'est rare. Et c'est pour toutes les maladies comme ça. Prenez diabète, hypertension, cancer. Quand vous êtes au végétal, déjà, vous éliminez à la pelle les maladies. À la pelle. Ensuite, si vous obtenez à être dans cette catégorie et que vous êtes quand même malade, on va voir que Dieu a mis dans la nature des médicaments pour diminuer et pour vous guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous allez vous amuser à donner des tisanes pour le diabète à un mangeur de chez McDo, il vous nettoie avec le hamburger, vite fait vos salades. Hein. Non, on ne peut pas se battre avec quelqu'un qui ne veut pas changer la base. On commence par enlever les grosses crasses et puis après on va essayer de bichonner entre les cheveux. Mais on ne va pas... Vous voyez? Les œufs. Les œufs et le diabète. Voilà quelqu'un qui mange en haut 1. Ici, 1. C'est celui qui mange moins d'un œuf par semaine. Il a un risque de diabète de 1. Celui qui mange de 1 à 2 œufs par semaine, il a presque doublé le risque, il a 1,76. Celui qui mange de 2 à 3 œufs par semaine, là, il a 2 fois plus le risque de diabète. 3 à 4 œufs, 2,59. Et 5 œufs par semaine, 1 œuf par jour, il a 3,3 au lieu de 1 risque de diabète. Rien que les œufs seuls. Hein. Maintenant, vous rajoutez le bacon, les jus sucrés, l'obésité, le steak au barbecue, le match de foot devant la télé. Alors, vous augmentez les risques. On est d'accord? Il y a des échelles de risques. D'accord? Entre parenthèses, une pomme de terre apporte plus de protéines qu'un œuf. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de manger des œufs dont vous ne connaissez pas la provenance. Maintenant, si vous voulez élever des poules pour manger un œuf par semaine, à la limite, si vous n'avez que ça à faire, il n'y a pas de problème.
L'alimentation, maintenant on va voir les remèdes. On a vu les risques. On a vu les risques. Il y a des mauvais élèves, vous ne pouvez pas les voir, ceux qui sont en ligne, mais il y a des mauvais élèves, ils n'arrêtent pas de rire. Alors, ils auront des mauvais points, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, l'alimentation qui fait maigrir et qui corrige le diabète. Ça, c'est pour donner des conseils à vos patients. D'accord? Les protéines végétales. Ce que j'appelle les viandes du bon Dieu. D'accord? Il y a les semences sèches. Pardon, excusez-moi. Les semences sèches, qu'on appelle les... Comment on les appelle? Légumineuses. Voilà, les élèves connaissent. Légumineuses. Haricots, lentilles, pois, soja, quinoa. D'accord? Vous connaissez ça par cœur. Les semences oléagineuses. Oléagineuses, c'est qu'il y a de l'huile dedans. Les amandes, le lin, les noix, les noisettes, les pistaches, pain de courge. OK? Ça, c'est important. Alors, je dois m'arrêter un petit peu sur... D'abord, j'ai marqué les semences, par rapport aux cadavres. Parce que les viandes du diable, c'est des cadavres. Les viandes du bon Dieu, c'est des semences. Entre un cadavre et une semence, vous les jetez et vous voyez ce qui se passe. Le cadavre, ça pourrit, la semence, il y a la vie. Alors, on mange la vie ou on mange la mort. Comment vous voulez être vivant en mangeant des morts toute votre vie? C'est dur. Et 90% de la population, ils vous expliquent que les hommes de Cro-Magnon aidaient des chasseurs-cueilleurs. C'est une blague. Pourquoi? Parce que le mangeur de viande, il est décalcifié, et 5 ans après, il n'y a plus d'os visible dans la terre. Donc tous les hommes préhistoriques qu'on retrouverait, c'est tous des végétaliens. Donc ça ne marche pas leur théorie de l'homme des Cro-Magnons qui date de millions d'années. Il ne date pas de millions d'années. Vous mettez un gros mangeur de viande en terre, vous laissez 10 ans après, il n'y a plus d'os. D'accord? Donc tout ça, c'est de la blague. Ah oui, les semences oléagineuses. J'ai bien dit les semences. J'ai pas dit les huiles. Avec ces semences, si vous les pressez à froid, vous avez un petit peu d'huile. Si vous les pressez à chaud, vous doublez l'huile. Mais vous avez des mauvaises huiles. Il y a des choses faciles à presser, comme l'olive. Et puis vous avez des choses difficiles à presser, vous pouvez essayer les pépins de raisin. Prenez des pépins de raisin, vous essayez. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chauffer. Donc l'huile, on en prend très peu. D'accord? L'huile d'olive, une cuillère à soupe par jour pour la famille, pour la vinaigrette. Et encore, tu peux faire de la très bonne vinaigrette sans huile. Tu manges les graines, mais le minimum d'huile. Si tu fais une friture, tu peux prendre l'huile de coco, elle résiste à la chaleur. Sinon, les huiles du calme. Et là, vous pouvez faire un effort pour acheter une huile pressée à froid. En sachant que, dans les magasins diététiques, les bouteilles d'huile pressée à froid, on a le droit de mettre l'étiquette dessus. S'il y a un tiers de la bouteille pressée à froid, le reste c'est de l'huile du supermarché. Donc vous dépensez votre argent pour avoir plus de la moitié de l'huile du supermarché ajoutée avec. C'est comme ça. Voilà. Alors allez pas vous ruiner en huile. Une bouteille d'huile, c'est comme un sachet de sucre. Très peu. Mais par contre, les noix, les amandes, les graines de lin et les noix, là, vous gênez pas. Vous devez en prendre chaque jour. C'est des protéines avec des huiles qui servent au cerveau à tout, qui sont des anticancéreux puissants. D'accord? Vous devez savoir, pour conseiller, vous devez le savoir et vous le pratiquez vous-même. Les semences oléagineuses, les céréales complètes, riz, petit épeautre, camut, ça c'est les
anciens riz, avec les anciens blés, avec attention au pain complet. Pourquoi? Parce que pour les diabétiques, le pain complet, il est trop sucré. D'accord? On parle du diabétique ici. D'accord? Donc il faut prendre les anciens riz, petit épeautre ou camut. C'est une farine ancienne, elle est 2 fois moins chargée que les pains. Pourquoi on a transformé le pain? On l'a doublé en capacité. On l'a pas génétiquement transformé. Le blé, avant, il poussait haut et le vent le cassait. Avec la transformation du blé actuel, le blé, il reste petit, il ne se fait pas casser par le vent et puis il donne 2 fois plus. Donc, on l'a transformé pour ça. Mais tout le monde ne supporte pas. J'en profite pour faire une petite digression ici sur les sans gluten. Le gluten, c'est une protéine du blé. Cette protéine du blé, elle se trouve dans le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. D'accord? Quand on a détruit son intestin, vous savez comment? Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des gens qui ne supportent plus le gluten. Quand ils ont de nouveau mangé correctement et qu'ils sont redevenus normalement, ils supportent le gluten. La vraie intolérance au gluten, c'est une maladie qui se constate dès la naissance. L'enfant ne supporte pas le gluten. Maladie particulière. Mais maintenant, vous allez chez un naturopathe, vous avez mal aux oreilles, intolérance au gluten. Tout le monde est intolérant au gluten. De base. Après, on discute. Non. Du calme. Restons calmes. D'accord? Restons calmes. Restons calmes. C'est extrêmement rare. J'exagère, mais c'est pour vous montrer comment ça. Alors, vous voyez la moitié des gens qui vont chez le naturopathe qui reviennent sans gluten. Et c'est un jeu de piste pas possible pour... écoutez, chacun se fait du mal comme il peut, mais bon, faut exagérer. Ensuite, les fibres non digérées, c'est dans les choux, les légumes et aussi dans les haricots et les lentilles. Chaque fois que vous avez des fibres, vous donnez à manger aux bons microbes. Et les bons microbes travaillent pour vous. Ils rétablissent l'intestin, ils donnent les acides gras libres qui sont pour le cerveau, l'intelligence, contre le diabète, ils vous coupent l'appétit, tout va bien. Et quand vous n'avez plus faim, écoutez, je vous donne mon exemple. Quand je travaillais à l'hôpital comme chirurgien, on travaille fort, on mange bien le matin, mais moi, je ne pouvais pas attendre midi. J'avais trop faim parce que je ne mangeais pas correctement le matin. Si vous ne donnez pas au corps ce dont il a besoin le matin, à 11 heures, il fallait que j'aille vite chercher un sandwich pour attendre midi. Souvent, on sort à 1 heure ou un peu plus tard. Et lorsqu'on m'a dit ce qu'il fallait manger, on m'a porté des bols de céréales, de flocons d'avoine, j'ai dit, moi je travaille, je ne peux pas manger, il faut me donner à manger, hein, je ne peux pas manger, c'est pas moi, je ne suis pas un oiseau, manger des gars. Et lorsque j'ai mangé le repas qu'on m'a donné, je me retrouve à 3 heures de l'après-midi, j'avais pas mangé et j'avais pas faim. Je dis quoi? Mais j'ai pas pris mon sandwich ce matin. Vous donnez au corps ce dont il a besoin, il vous laisse tranquille. Vous n'avez plus faim. Mais l'obèse, son problème, c'est qu'il a toujours faim. Donc au bout d'un moment, il dit le docteur, il dit ce qu'il veut, mais moi je ne vais pas passer ma vie à... je bouffe, puis c'est fini, je bouffe. Il faut que je sois au moins heureux si je ne suis pas... Vous voyez quoi? Parce que le corps, vous mangez un steak avec des frites, 1 heure après, vous avez faim. Le corps vous dit, moi je ne sais pas quoi foutre avec ce que tu m'as donné, j'ai faim. Donc le gars, il a toujours quelque chose sur lui, il va manger. Sinon, il est malheureux. Alors, on a déjà des tas d'ennuis dans la vie, en plus, on ne peut pas manger. Les gars, c'est des masochistes, ils veulent se torturer, ces gars-là. Vous voyez? Donc, la première découverte de celui qui mange correctement, c'est qu'il est bien. C'est qu'il est bien.
Si vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, il y a une excuse spéciale adventiste. Parce que l'adventiste, lui, est malin. Pour pas devenir végétalien, il a trouvé une excuse. 6 mois après être devenu végétalien, il a fait une carence en vitamine B12. Il a dit, moi, j'ai pas pu. Le docteur m'a dit, vous êtes carencé en vitamine B12. Je vais vous dire. Alors, la vitamine B12, il faut 5 ans. On a 5 ans de réserve de vitamine B12. Alors, au bout de 6 mois, il m'a dit non. Le docteur m'a dit non, carencé. Il recommence tout de suite, la fille. Elle trouve un truc imparable. J'arrête tout, j'ai dit d'accord. Je discute pas avec le docteur, je laisse tomber. Intolérant, vitamine B12, 6 mois après, hein, il a fait même 3 mois, il a dit non, je suis intolérant. Fini, terminé. Non, je vais vous dire, moi ça fait l'an 2000, ça fait maintenant l'an 2000, hein, 25 ans, 24 ans. J'ai la vitamine. Alors, le taux de vitamine B12, on ne sait pas la normale. Comme les gars, ils sont hyper saturés en vitamine B12 avec les produits animaux, la normale, ils sont à 300, 400, 500, mais la normale est à 100. Et jusqu'à 30, tu n'as pas de signe. Mais moi, j'ai 100, puis bon, je prends un peu de vitamine B12 pour les enfants de temps en temps, je leur donne une ampoule, on fait 2, 3. Mais enfin, il n'y a pas de quoi paniquer. Hein. Et puis, je me rassure, j'en parle pas parce que des végétaliens stricts chez les adventistes, attends, excuse-moi. On a compris. Hein. Quand ils voient le docteur, mais après, oui, 5 minutes, ah ben c'est de votre faute, hein, ça, vous m'avez pas... Alors, protection contre le diabète, ça, on rentre dans les médicaments. Mais. Les graines oléagineuses, vous connaissez. Les noix, c'est des oméga 3. Ça ressemble au cerveau. Alors, les légumineuses diminuent la glycémie. Ça diminue la glycémie du deuxième repas. Vous prenez des haricots, à midi, vous mangez le soir, la glycémie va être basse à cause des haricots de midi. Ça dure 2 repas. D'accord? Donc ça, c'est à manger tous les jours. Les plus puissants, c'est les pois chiches. Baisse de l'appétit, ça coupe l'appétit. D'accord? Et baisse du cholestérol. C'est des médicaments. On appelle ça des alicaments. D'accord? Bon, ça, c'est, je passe. Les graines de lin, on l'a vu pour le cancer. Les graines de lin, ça contrôle l'insuline et le cholestérol. Et ça contrôle le cancer, on l'a vu pour le cancer. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour tout. On ne peut pas vivre sans les graines de lin. Moulu. 1 à 3 cuillères à soupe par jour moulu dans le repas. Les choux, les légumes verts, les légumes jaunes, les tomates. Ça, c'est des guérisons. Le curcuma. Oui, le curcuma. Le curcuma, c'est un puissant anticancéreux, mais avec vous voyez le glucose, comment il descend, avec le curcuma. Le curcuma, c'est formidable, extraordinaire. Le piment de Cayenne. C'est bon pour dilater les petits vaisseaux du diabétique qui est malade. Il a les pieds froids, il a baissé sa vue, piment de Cayenne. 1 demi-cuillerée dans un verre d'eau le matin. C'est pas trop fort, c'est très puissant. Piment de Cayenne. Vous pouvez acheter un livre sur Amazon sur le piment de Cayenne, vous verrez, ça guérit plein de choses. C'est bon. Toujours avoir sur vous. La pomme, c'est rare, la pomme, on ne peut pas en trouver, c'est sûr. Très rare. Donc, il faut l'éplucher. Hein. Vous voyez, ça fait baisser le cholestérol et ça fait baisser la glycémie. D'accord? Le pic de glycémie. Les fruits rouges, ça pour le diabétique. Vous voyez, la pomme, là, on est dans le cadre du diabète. On est en train d'essayer de faire baisser le sucre d'un diabétique. Hein. Ce que je vous dis là. Hein. Alors, ça, le diabétique et le cancéreux. Le cancéreux, il ne faut pas trop de sucre parce que ça développe le cancer, le sucre. Alors, ça, c'est bon pour le cancer. L'avocat ralentit la glycémie après les repas. L'orge, ça, on peut le mettre dans la soupe. D'accord? Le riz blanc et le pain blanc, ça fait monter le sucre. L'olive, la patate douce,
antidiabétique. L'amla. L'amla, c'est une groseille indienne. Tu prends une cuillerée. Alors, l'amla, ça se peut, les Indiens l'utilisent pour les cheveux. Il faut aller dans une boutique indienne et vous demander la poudre d'amla. Une cuillère à café dans un verre d'eau, c'est équivalent au traitement antidiabétique qu'on vous donne par la bouche. Très puissant, antidiabétique, l'amla. C'est un anticancéreux aussi. Je le donne dans les cancers aussi. Ça, regardez bien ce site internet. Docteur Barnard. Sur YouTube, vous avez des vidéos extraordinaires. Comment renverser le diabète, comment faire pour l'hypertension, comment diminuer le cholestérol. Docteur Barnard, Physician Committee, ça s'appelle. Mais vous tapez sur YouTube, vous retrouvez facilement Docteur Barnard, un monde sain. C'est des vidéos en français. Parce que lui, c'est un Américain, il y a plein de vidéos en américain, mais en français, un monde sain, Docteur Barnard, et vous avez les vidéos vraiment, vraiment magnifiquement faites. Nous aurions dû faire ça, mais Dieu a dû trouver des gens ailleurs qui le font mieux que nous, si on ne veut pas le faire. Nutrition Fact. Ça, c'est magnifique aussi. Vous trouvez, mais c'est en anglais. Mais maintenant, c'est plus un problème. Parce qu'avec ChatGPT, vous faites coller, copier-coller, vous mettez, et il vous traduit tout. En allemand, il traduit tout. Il y a un Allemand qui m'a écrit tout en allemand, je comprenais rien, j'ai donné à ChatGPT, il m'a traduit. Moi, j'ai réécrit en français, j'ai dit traduit en allemand, j'ai envoyé. Et il m'a même corrigé son allemand, et il a dit, oui, c'était un Suisse allemand, il m'a dit, ça, c'est pas comme ça qu'on devrait dire, mais enfin, j'ai compris. Attention, ils sont forts. D'accord, ok? On avance. Bon, ça, c'est les maladies. Alors, laissez-moi avancer. Non, c'est fini. C'est fini. Ça, je me suis trompé, j'ai mis les antihypertensions dans le truc ici. Maintenant, bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps est arrivé. En plus, il y a des feuilles, des plantes qui sont lourdement antidiabétiques aussi, qu'on peut rajouter quand on a fait ça. D'abord, on ne peut pas commencer à aller plus loin si la personne ne veut pas changer les habitudes. Elle continue avec le coca, vous arrivez avec vos petites feuilles, ça ne va pas marcher. Et vous ne pouvez pas donner un traitement hypoglycémique puissant à des gens qui ne savent pas contrôler leur glycémie. Il y a des gens qui ne contrôlent pas, c'est l'infirmière qui passe. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir l'accord de l'infirmière qui va diminuer son traitement antidiabétique si vous prenez le relais. Vous comprenez? Ça, c'est différent. Mais ces conseils-là, c'est pour tout le monde. Et puis, s'il voit que sa glycémie revient à la normale, il arrête le traitement. Mais quelqu'un qui est sur insuline, il faut faire attention. Parce que lui, s'il se réveille avec une insuline normale, et puis qu'il prend son insuline, en plus, il va se retrouver en hypoglycémie. Et on va dire, ah mais c'est parce qu'elle a pris une tisane le soir, qui c'est qui vous a donné ça, et vous allez être en mauvaise posture. Vous comprenez? Voilà, mais on va s'arrêter là. Merci de votre attention.